Conseil et étape numéro 4, ne pas nourrir l'angoisse avec un comportement inadapté. Dans la situation précédemment citée, moi qui m'étais éloignée de la propagande médiatique, je me suis mise à regarder en boucle ces infos qui apportent les nouvelles de l'enfer. Quand on est pragmatique, à la limite, on prend les infos 1 à 2 fois par semaine, en multipliant les sources bien évidemment, et certainement pas en boucle. En quoi mon anxiété fait avancer quoi que ce soit ou qui que ce soit? C'est le contraire. Surtout quand on sait que l'anxiété pousse à la sidération. Et qui dit sidération dit fenêtre de cerveau ouverte. Ou, si vous voulez, part de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay, ancien directeur de TF1 que j'avais entendu de mes propres oreilles quand, à l'époque, les journalistes à la télé faisaient encore à peu près leur boulot correctement. Quand votre cerveau est disponible, on peut y mettre n'importe quoi. Sans même être sidéré, notre cerveau est en onde alpha devant un écran. Les ondes alpha qui sont les ondes cérébrales quand on est sous hypnose. Mon anxiété du coup est-elle utile? Les émotions ont une fonction. Quelle est la fonction de cette angoisse alors? Normalement, l'angoisse me pousse à fuir, à sauver ma vie. Quelle est la fonction de cette angoisse à regarder en boucle ces informations? Ça apporte quoi aux gens qui meurent? Surtout si elle reste abstraite comme ça. Elle ne peut être que vaine. Idéalement, elle devrait passer en mode concret et nous inciter à faire quelque chose, même si c'est à notre niveau. Donc pourquoi regarder et boire les paroles des présentateurs de l'apocalypse? Pourquoi et ça mène à quoi? Nos écrans sont devenus la projection d'un cirque. Nous voyons des humains se massacrer sous nos yeux et nous regardons, tantôt éplorés, tantôt satisfaits, comme si on regardait un match de foot où chaque but marqué est une vie perdue. Chaque groupe soutient son camp, avec les banderoles et les slogans qui vont avec. En plus d'être nombrilistes et autocentrés, nous sommes devenus un peuple d'impuissants voyeurs. Je regarde ces infos comme s'ils allaient arrêter la guerre, arrêter les conflits, créer la paix. De la même façon que quand on est hypocondriaque, on est abonné à tous les sites de santé, on s'est débrouillé un Vidal, et on y passe des heures pour chercher l'information qui rassure, qui me dit que la maladie est loin, que la mort est loin, comme si ce comportement de réassurance devenait lui-même un rituel. Rituel qui garde l'idée de la mort présente, toujours alimentée. Comme si connaître parfaitement les maladies les éloignait. Vraiment? Si bien connaître les maladies les éloignait, les médecins seraient immortels, hein. C'est curieux que les médecins tombent malades eux aussi, alors qu'ils connaissent les maladies parfaitement. Quel est ce comportement déconcertant qui cherche à contrôler ce qui est par définition incontrôlable? Certes, on peut bien manger, faire de l'exercice pour augmenter nos chances d'aller bien longtemps, mais contrôler la mort, l'empêcher de survenir, est une hérésie absolue. En voilà une bien curieuse idée. Et plus je cherche à contrôler, plus je nourris mon problème. Et plus je nourris mon problème, plus je stresse. Et plus je stresse, plus je cherche à contrôler, dans un cycle sans fin. Et nous voici prisonniers de nos peurs, incapables de nous concentrer sur la vie, l'essentiel de la vie, vu que toute mon attention est sur la mort. C'est ça, vivre? Quand on est angoissé par la mort telle que nous sommes, nous, occidentaux, laïcisés, de gré ou de force, la vie est anxiogène, puisqu'elle est fragile et éphémère. Oui, elle l'est. Raison pour laquelle il est important de la célébrer chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Un philosophe dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire, il disait « Accepter la mort, c'est apprendre à vivre ». En tout cas, c'est comme ça que mon esprit l'a interprété et gardé. Et je partage tout à fait cette idée. Ce n'est que quand on accepte et on intègre l'idée de la mort que nous pouvons enfin nous concentrer sur la vie. Puisque de toute manière, quand la mort vient, elle ne se concerte pas avec nous. Quand c'est l'heure, et les exemples sont pléthores. Combien de personnes ont eu des pépins et ont perdu la vie alors qu'ils ont été transportés à temps dans un hôpital à la pointe de la technologie et de la médecine? Et combien ont été sauvés d'une mort certaine alors qu'ils étaient loin de tout? C'est décidé, je reprends mes anciennes bonnes habitudes. J'arrête ces chaînes d'informations en continu. J'arrête ce comportement délétère qui nourrit mes anxiétés.
Et ça, c'est un point majeur en thérapie comportementale. Arrêter le comportement inadapté et développer un comportement mieux adapté, qui par exemple dans cette situation me sort du rôle du spectateur impuissant. Et je décide d'agir. J'écris ce podcast, je le diffuse. Ensuite, j'ai quelques idées pour faire ma part, comme l'histoire du colibri, rendu célèbre par le défunt et regretté Pierre Rabhi. Étape et conseil numéro 5.